Bon mardi à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore de notre ce jour pour la revue des grandes unes. C'est la deuxième édition de la semaine avec la presse disponible en kiosque ce matin. Face au coronavirus, la nouvelle expression titre l'urgence d'une union sacrée. C'est le grand titre du journal ce matin. Le journal fait savoir qu'alors que partout ailleurs, la classe politique est donc unie pour affronter le coronavirus qui fait des morts sur tous les continents. Il est donc étonnant qu'au Cameroun, le chef de l'État n'associe pas les leaders des principales formations politiques et même de la société civile à la stratégie de riposte à la Covid-19. C'est ce que le journal propose, la nouvelle expression en page 4. Le journal parle également de la crise anglophone, la reconstruction même dans les guerres, et donc parlant notamment du Premier ministre qui vient donc de signer un arrêté qui fixe le cadre organique de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et même de développement du nord-ouest et du sud-ouest. C'est tout cela en page 3 du journal. Le journal qui parle également du Covid-19. Les hommes plus infectés que les femmes, c'est ce que le journal propose en page 9, et aussi des informations parlant de la contamination. Donc on parle du coronavirus qui rentre donc dans le sud. Les 3 cas dans cette région viennent allonger la liste à travers le triangle national. Il s'agit d'un Américain, son accompagnateur, et d'un traduit praticien, tous interpellés donc et testés positifs. C'est en page 3 du journal. La nouvelle expression de ce matin. Le Messager parle également du coronavirus avec le Cameroun au bord de l'étouffement. C'est ce que le journal propose en page 3. Le journal parle également, donne la parole à Pierre Malonté. Il est difficile d'appliquer le confinement total au Cameroun. C'est ce que dit d'ailleurs l'expert. Le diagnostic sans équivoque du spécialiste des urgences et des catastrophes est donc à lire dans le journal de la page 9 à la page 10 du journal Le Messager de ce matin, qui parle également d'éducation, les misères du enseignement. On a pu observer hier, c'est en page 6 de ce numéro disponible en kiosque aussi. Le journal Forum Libre de ce matin s'intéresse à l'actualité et parlant notamment de l'actualité après le décès du docteur Tchouamou Michel du Covid-19. L'urgence de protéger le personnel hospitalier s'impose. C'est ce que dit le journal. Également, on parle aussi de fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Le sénateur Ngouchingué Sylvestre, plus gros contributeur avec 250 millions de francs CFA. C'est le journal qui propose également l'article de ce matin. On parle de la lutte contre le Covid-19 au cœur des propositions des médecins camerounais en Allemagne également, dans le numéro en page 6 et 7 du journal. Forum libre de ce matin. Toujours dans la presse, Mutation parle de casse-tête avec Covid-19, case prison. C'est ce que le journal propose comme titre, simplement pour dire qu'il y a des situations qui se passent sur le terrain. Comment les maisons d'arrêt s'adaptent donc au coronavirus. Les révélations de Ayouk Tabé dans le journal, dans page 4 et 5 de ce journal de Mutation qui est en kiosque. Le journal parle également de la ruée vers les masques en tissu contrecarrer le coronavirus également. Ce sont là des informations à lire dans Mutation de ce matin. La presse est donc disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour qui s'intéresse à l'actualité parlant des crises sanitaires. Faut-il stopper les dépenses du 20 mai? C'est une question également ce matin. Le journal revient également sur le cas de Amchidé, 7 morts dans une attaque terroriste, et on parle aussi à l'est du Cameroun, le passage routier miné donc par la corruption. Donc c'est à découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce jour. Le journal L'économie qui en kiosque s'intéresse au système Angara qui parle donc d'un outil pour réduire l'impact du Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises. Donc c'est à découvrir dans le même journal ce matin, qui a aussi d'autres informations. Tribune d'Afrique s'intéresse à la lutte contre le coronavirus. La diaspora camerounaise monte donc au créneau. C'est ce que propose le journal en page 5. Et je vous invite à lire l'éditorial de Faustin Dicam en page 3. Et aussi parlant du coronavirus, le sénateur Sylvestre Ngouchingué offre 250 millions de francs CFA au gouvernement. C'est ce qu'on découvre également dans le même journal aussi. Et donc, on parle de Ferdinand Gongo sur le terrain, parlant du Covid-19. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Cameroun Tribune parle de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Les priorités, c'est ce que le journal propose avec la réhabilitation des écoles, ponts, routes, marchés, habitations, figurent donc au rang des premières actions prévues donc dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction et même de développement de ces deux régions. Donc à lire dans le journal, le dossier de Cameroun Tribune ce matin. Et aussi, la parole a été donnée donc à Paul Tasson, qui est d'ailleurs le coordonnateur national de ce projet. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune. Le journal est donc disponible en kiosque, tout comme bien d'autres tabloïds aussi que je vous invite à lire. Si vous faites un tour pour être parfum de l'actualité et avec nos invités déjà sur ce plateau,
Donald Brice-Kanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille et bonjour à nos téléspectateurs. Comme tous les mardis, nous sommes là. Nous espérons pour les éclairer. Très bien. Camille, bonjour. Flavien Balondongo, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. La nouvelle expression qui parle de face au coronavirus, l'urgence d'une union sacrée, c'est le titre. Pour dire quoi? J'ai parcouru ce titre de la nouvelle expression qui, de bout en bout, indique que les acteurs politiques au Cameroun évoluent en vase clos depuis que la pandémie du Covid-19 a été signalée au Cameroun. Nous étions le 6 mars. La nouvelle expression fait une analyse comparative entre l'attitude au Cameroun de la classe politique et l'attitude de la classe politique au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, Macky Sall a invité les principaux leaders de l'opposition, en tête desquels Idrissa Seck, qui est son adversaire à la récente présidentielle, Ousmane Sonko, par exemple, qui était, je crois, troisième à cette élection présidentielle, d'autres acteurs de la société civile qui ne sont pas toujours en hauteur de sainteté avec le pouvoir de Dakar. Ces acteurs-là sont retrouvés autour de la table au palais présidentiel à Dakar, justement, il y a quelques semaines, pour discuter des mesures à prendre dans le cadre de la riposte au Sénégal. Vous savez que l'état d'urgence a été décrété au Sénégal de 12 jours, ça a été prolongé avec des facilités accordées au chef de l'État qui a la possibilité de prendre des ordonnances en lieu et place de la loi pour juguler la crise que le pays traverse en ce moment. Alors qu'au Sénégal, on n'est qu'à 226 cas par là. Au Cameroun, on est aujourd'hui à 658. J'espère que le ministre de la Santé publique ne fera pas un tweet pendant que nous sommes sur ce plateau. On a 658 cas avec une dizaine de décès et une dizaine de guéris. La nouvelle expression observe qu'il n'y a pas encore de chorus pour faire face à cette menace qui est de plus en plus réelle dans notre pays. Alors, donc, ce sont des exemples puisés ailleurs qui devraient servir d'exemple également au Cameroun, selon bien sûr le journal La Nouvelle Expression et selon votre analyse également ce matin, l'urgence d'une union sacrée. On ne devrait pas regarder de quel bord politique on peut appartenir, mais l'essentiel c'est de se mettre ensemble pour contrecarrer le virus. Et c'est même un devoir de tous les citoyens, c'est un devoir de tous les hommes politiques, mais au-dessus de ce devoir, il faut être de bonne foi aussi. Il ne faudrait pas profiter justement de cette pandémie, de cette urgence pour plutôt brandir d'autres considérations qui sont extérieures justement à cette guerre commune qui doit être menée par tout le monde, pas seulement par les hommes politiques, et doit aussi être menée par les ONG des droits de l'homme, par toutes les ressources du pays, parce qu'il faut absolument faire un barrage. Parce que si au Cameroun aujourd'hui, on en est encore seulement à une dizaine de morts, et on en est déjà à plusieurs guéris, ça veut dire qu'il y a quand même un grand travail qui a été fait jusqu'à présent. Ça veut dire que le gouvernement, à travers un certain nombre de mesures qui ont été prescrites, est vraiment au front, et tous ceux qui peuvent faire quelque chose le font. On a vu d'ailleurs les opérateurs économiques, je ne voudrais pas citer les noms, qui ont déjà mis beaucoup d'argent. Ils ont apporté leur propre contribution sans forcément aller rencontrer le chef de l'État ou bien être autour d'une table ronde. Le combat aujourd'hui, c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de chacun et de tous. Et moi, dans un excellent reportage que j'ai vu à Equinox il y a quelques minutes, j'ai vu des membres d'un parti politique aller à Mambanda, parler aux populations, leur remettre des solutions, des cache-nez, et surtout leur répéter les mêmes mesures barrages qui sont déroulées tous les jours à la télévision. Moi, je pense que ces hommes politiques n'ont pas eu besoin d'une rencontre absolument immédiate avec le chef de l'État. Chaque homme politique doit jouer son rôle. Chaque homme politique a le devoir de protéger et les populations et ces populations qui sont les potentiels électeurs de demain. Donc, l'union sacrée, oui. L'union sacrée pour tout le monde, l'union sacrée pour tous les Camerounais, l'union sacrée pour barrer la route à ce virus qui est en train d'avancer tout doucement, mais sûrement au Cameroun. Alors, dans le même journal également, après l'urgence d'une union sacrée, on parle du Covid-19 avec les hommes plus infectés que les femmes. Oui, la nouvelle expression publie ce matin les chiffres rendus publics par le ministère de la Santé publique. Sur 658, on a une bonne brochette de malades infectés qui sont des hommes, mais jusqu'ici, on n'a pas encore d'éléments scientifiques qui permettent d'expliquer
cette prévalence qui est plus importante. Pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes? Que de femmes. En tout cas, ça ne signifie pas que les femmes sont immunisées, elles sont exposées parce que ce sont elles qui ont, par exemple, la charge des enfants, la garde de la maison, ainsi de suite. Le marché, donc, les vont marcher tous les jours. Ils sont en contact avec des gens. À Sandaga, au marché central, et donc qui sont en longueur de journée exposés. On observe que l'un des espaces... Et les hommes vont chercher aussi, donc vous voyez bien. L'un des espaces où le virus a la possibilité de se propager le plus rapidement possible, c'est également ces espaces marchands où le message de la sensibilisation, la prise de conscience collective ne semble pas encore être à l'ordre du jour. Et voilà, Camille, ce sont des hommes. Selon le journal, avec des chiffres, nous sommes à plus de 658 aujourd'hui, cas donc confirmés. On ne sait pas d'ici le soir combien de cas on va encore détecter. Ça veut dire que les hommes sont ceux qui sont au quotidien au front, qui continuent, doivent prendre en tout cas des mesures barrières, doivent respecter des mesures barrières pour éviter qu'on ne parle encore de ça, c'est-à-dire que les hommes sont davantage touchés par la maladie. Les hommes sont touchés par la maladie, les femmes sont touchées par la maladie, mais ce constat nous annonce aujourd'hui que les femmes le sont moins que les hommes. Et quand on regarde en Europe, quand on regarde en Italie, en Espagne, en France, où la majorité des victimes de ce coronavirus sont des personnes qui ont été chopées dans ces maisons de retraite, ces maisons de santé où on envoie les vieilles personnes se faire prendre en charge. On verra qu'il y a autant d'hommes que de femmes et peut-être plus de femmes même que d'hommes. Mais aujourd'hui au Cameroun, à l'heure où on est, on constate qu'il y a beaucoup moins de femmes. Bon, à quoi cela est-il dû? On le saura bien un jour, mais toujours est-il que cela ne veut pas dire que les femmes doivent se sentir immunisées. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes, en lisant cet article ou en voyant ce gros titre à la une d'un journal, se disent que c'est l'affaire des hommes, nous on n'est pas tellement dans le coup. Non, tout le monde est exposé. Et puis vous savez très bien qu'il y a même une classe de personnes à risque, notamment des personnes qui présentent des pathologies telles que... Qui ont des antécédents. Des antécédents, ou même des pathologies, des fragilisants, tels que l'hypertension, le diabète, les insuffisances rénales, hépatiques et tout cela. Donc ces personnes sont d'office exposées. Mais ce constat rassure un peu et maintenant devrait pousser davantage les femmes à se protéger comme elles le font. Et une chose aussi... Et protéger les hommes aussi. Protéger les hommes. Et une chose que je vois qui est quand même assez positive, c'est qu'il y a de plus en plus de masques dans les rues aujourd'hui. Il y a plus de masques aujourd'hui, plus qu'hier. Et hier, plus qu'avant-hier. Et ça veut dire que les gens réalisent qu'il faut absolument... de façon progressive, les gens prennent conscience. Oui, respecter les mesures barrières. Voilà. Donc, c'est un titre également, un sujet que vous allez lire en page 9 du journal ce matin. Il y a le quotidien Le Jour de ce matin qui parle de crise sanitaire. Faut-il stopper les dépenses du 20 mai? Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 avril. Le 20 mai, c'est dans un mois environ. Et à la veille de cette manifestation nationale, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, répétitions, achats de gadgets, ainsi de suite. Le journal se demande si, face à la crise sanitaire inédite que traverse le Cameroun, mais également le monde entier, est-ce qu'il est pertinent d'engager des dépenses financières dans ce contexte-là? Ce débat choque évidemment, les acteurs politiques s'expriment sur la question, mais on sait très bien que les manifestations du 20 mai drainent à la fois les élèves du primaire, du secondaire, mais également les acteurs politiques, les autorités administratives, et c'est une période où il y a beaucoup de soleil, les gens défilent avec la sueur, c'est une période où les gens se rassemblent beaucoup, d'abord avant la fête, pendant les défilés à répétition, mais également pendant le jour même de la manifestation. Alors, est-ce que face au risque de propagation, mais également aux dépenses qui sont déjà engagées pour la lutte contre la pandémie, est-ce qu'on devrait pouvoir organiser dans les conditions que l'on a souvent l'habitude de voir cette manifestation nationale? Est-ce qu'il ne faut pas penser à faire une manifestation minimale en privilégiant par exemple quelques carrés des autorités,
des militaires, en privilégiant le défilé militaire, par exemple, pour limiter la risque de propagation. C'est également une réflexion qui est menée. D'accord. Alors, il s'agit, si on reste sur le plan des dépenses, on devrait quand même, on sait que le Cameroun est secoué financièrement et qu'avec la pandémie, on a davantage besoin de sous pour parler comme les autres, voilà, pour trouver des moyens, acheter des gadgets pour pouvoir permettre aux populations de se protéger, prémunir contre le virus du corona. Vous savez, Flavien Vallon-Ndongo, le contexte même est clair. Il devrait imposer au gouvernement de surseoir même à la célébration du 20 mai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas célébré une fête un jour, une année, que le Cameroun va s'arrêter. Moi, je pense que on n'a qu'à voir le nombre de personnes qui défilent, les militaires. Et ces militaires-là vont être combien? Avec une distance de 1 mètre. Les élèves, les partis politiques et même sur les tribunes. Il y aura combien de personnes sur les tribunes? Bon, ça c'est pour le défilé. Et vous n'avez pas oublié qu'il y a le traditionnel cocktail au Palais de l'Unité qui rassemble plus de 200-300 personnes. On va faire comment si le Palais de l'Unité ne peut pas contenir plus de 50 personnes? Non, plus sérieusement, je pense que la question posée par mutation et par le quotidien le jour est pertinente et devrait déjà toucher un peu l'enthousiasme de tous ceux qui... Vous savez très bien que la préparation des festivités de 20 mai est aussi une véritable manne pour les jongleurs des budgets. Vous savez très bien comment il y a des pertes là-dedans, comment les gens ont trouvé le moyen de trouver, d'avoir leur compte dans ces dépenses qui sont la plupart du temps assez consistantes. Donc la question posée par le jour est une bonne question, est une belle question. Est-il important de stopper les dépenses du 20 mai? De ne même pas organiser la fête du 20 mai cette année? On ne devrait même pas penser. On ne devrait même pas y penser, puisque déjà les élèves ne vont pas à l'école, puisque déjà les gens ne vont plus au stade, puisque on demande aux gens même de se tenir à 1 mètre les uns des autres. Alors, comment voulez-vous donc rassembler sur le même lieu plus de 1000, 2000, 3000 personnes pour la célébration d'une fête nationale qui est, chacun peut la célébrer à domicile. On peut nous passer à la télévision, même le défilé de l'année dernière. Et il serait tout simplement surréaliste que, au moment où on demande des gens de ne pas être dehors, de ne pas se rassembler, qu'il y ait un rassemblement sur la place du 20 mai, sur la rue du 20 mai, et qu'il y ait un rassemblement au Palais de l'Unité. Je pense que cette question est pertinente et devrait justement amener les gens à se dire que, bon, mais tant qu'à faire, on peut bien attendre l'année prochaine. Et voilà. Donc, c'est un titre que vous aurez à lire. Je suis la dépense, je voudrais ajouter 2 éléments, Flavien, oui, pour dire que cette question est d'autant plus pertinente que vous savez que la prise en charge des malades coûte extrêmement cher. Un malade, par exemple, a besoin de 3 bols d'oxygène par jour, 60 000. 3 bonbonnes. Voilà, 3 bonbonnes précisément. Merci, vous qui êtes du secteur. 3 bonbonnes de l'oxygène par jour. La bonbonne, c'est 60 000. 60 000 fois enfin, le ministre a évalué, la dernière fois, il parlait de 300 000 par jour pour la prise en charge d'un malade. Au bout de 14 jours que dure la prise en charge, je crois qu'on est autour de 4 millions. Donc, les dépenses sont extrêmement importantes. Et sans oublier qu'il y a d'autres guerres qu'il faut gérer avec les dépenses que cela implique. Voilà. Donc ce sont beaucoup de dépenses également qu'on devrait éviter en ce moment puisqu'il faut prendre en charge et également trouver des mesures ou mettre en application des mesures barrières aussi. Donc des gadgets pour ces personnes. Éviter des dépenses, mais seulement penser aussi à ce qui arrive, à ce qui nous attend. Penser maintenant à mieux doter les centres de prise en charge. Parce que vous savez très bien que vous, qui êtes du secteur, savez très bien qu'à Douala, il n'y a pas plus de 20 respirateurs. Il y en a 40 au Cameroun. Je parle de Douala, par exemple. Il n'y a pas plus de 20 respirateurs. Non, Imaginez, c'est beaucoup, vous êtes imaginez, allé loin. Donc, il imaginez, y a 2 semaines, on parlait de 3. Imaginez, par exemple, à l'hôpital général. Imaginez qu'il y ait 100 personnes, 150 personnes qui aient atteint ce phase. Et un respirateur coûte environ 2 à 3 millions de francs. Alors, et au moment où nous sommes en train de nous battre, et au moment où on est en train de sortir les gens des hôpitaux pour leur demander d'aller se faire soigner ailleurs, l'argent qui est en train d'être collecté aujourd'hui, l'argent qui est en train d'être mobilisé, et même à partir des 1 milliard du chef de l'État, on peut déjà commencer à acheter des respirateurs et acheter tout ce qui... Parce que les respirateurs eux-mêmes ont des kits qui sont à usage unique. Donc, pensez plutôt à mieux encadrer les personnes qui peuvent tomber sous le coup, plutôt que de commencer à mettre de l'argent dans
des célébrations fastueuses qui vont tout simplement engager des dépenses somptuaires. D'accord. On a parlé de ce titre du quotidien Le Jour, crise sanitaire, faut-il stopper les dépenses du 20 mai? C'est la question. Mais avec le journal Le Messager de ce matin, il y a la question de l'éducation, les misères du téléenseignement. On le voit en page 6. Oui, d'abord, il faut indiquer que le ministère de l'Éducation de base a annoncé le début, lundi, c'est-à-dire hier, de la transmission des connaissances aux élèves des classes d'examen pour le système, pour le niveau primaire, c'est-à-dire qu'au moyenne deuxième année et plus classique pour le sous-système anglophone. Alors ces cours ont donc débuté. Les élèves de ces classes-là reçoivent les enseignements à travers la télévision nationale, mais également à travers la radio, avec des horaires qui ont été indiqués. Le journal, le Messager indique ce matin qu'il y a beaucoup d'embûches à cette initiative. C'est d'abord que un certain nombre de ménages n'ont pas de poste téléviseur. Ça, c'est la question du niveau de vie. Et également l'accès à l'électricité. Vous avez dans le centre, la région du centre, entre guillemets, le cœur du Cameroun, les départements comme la Haut-Sanaga, les arrondissements comme Tui, qui peuvent faire 3 jours, une semaine, 2, parfois un mois sans énergie électrique. C'est le cas, vous l'avez dit, de la Haut-Sanaga, où les populations parlent de 3 semaines ici. Haut-Sanaga, c'est le Mbamekim. La Haut-Sanaga, c'est la... Oui, c'est... Non, le Tui, c'est le Mbamekim, voilà. Nanga et Boko et autres. Voilà. Donc, ce sont des embûches, évidemment, qui se dressent sur le chemin de cette initiative, qui est évidemment louable sur le principe. C'est-à-dire qu'en raison du coronavirus, il ne faudrait pas que la chaîne de transmission des savoirs, le processus d'éducation des enfants soit interrompu parce qu'il y a une crise comme celle-là. Sinon, il sera très difficile de rattraper le gap, même après la crise. Alors, le journal fait savoir ce matin combien d'autres lecteurs aussi qui estiment que ça concerne uniquement les grandes villes. C'est l'opération qui est lancée, c'est-à-dire le téléenseignement. C'est une nouvelle méthode qu'on est en train d'expérimenter. On ne sait pas jusqu'où elle ira. Mais moi, hier matin, j'ai suivi. J'ai une de mes filles qui fait le CEP cette année. Elle a suivi et je peux vous dire que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible parce que pour moi, pour elle qui a pu suivre cela, elle a suivi ses cours. Il y a énormément de difficultés. Il y a une différence entre la transmission directe d'un enseignant à l'élève plutôt que cette transmission mécanique et désincarnée et à la limite même sans âme. Il n'y a pas l'interactivité. Il n'y a pas cette interactivité, il n'y a pas cette chaleur. Il n'y a même pas la possibilité pour l'enfant de poser une question pendant que l'enseignant est en train de donner son cours. On ne discutera pas. C'est vrai qu'il y a encore des qui a été communiqué pour dire que les questions peuvent passer. Oui, mais les questions, c'est 3 ou 4 questions qu'on prend à la fin de l'émission. L'enfant a dit peut-être eu le temps d'oublier. Toujours est-il qu'on est en train de l'expérimenter, mais la réalité factuelle démontre qu'il y a des couples qui n'ont pas de télévision, des ménages qui n'ont pas de télévision, il y a des ménages qui n'ont pas d'électricité, il y a des ménages qui sont complètement coupés de la civilisation, et c'est seulement, comme vous le dites bien, est uniquement pour les grandes villes. Et dans ces si c'est uniquement pour les grandes villes, les villes reculées, ces enfants n'iront pas faire le CEP, le BPC, le probatoire ou le baccalauréat. C'est assez difficile. Moi, je pense que c'est une recette, comme une autre qu'on est en train d'expérimenter. On verra bien jusqu'où elle ira. Et maintenant, l'autre problème, c'est de savoir, est-ce que la rentrée des classes va effectivement avoir lieu dans quelques jours? C'est cela le problème. Et avec ces élèves, surtout qui sont en classe d'examen, et même les autres qui ne sont pas en classe d'examen, comment ces autres élèves pourront-ils maintenir leur niveau ou rehausser leur niveau en restant à la maison, en restant confinés et en n'ayant aucune suite directe par rapport à la transmission de l'enseignant à l'élève? Les systèmes éducatifs sont face à un défi titanesque, Flavien Valo, non seulement les nôtres, mais également les systèmes éducatifs à travers le monde. La différence, c'est que l'impact sera plus fort chez nous parce que nos systèmes éducatifs sont très faibles. Les défis auxquels fait face un pays comme la France ou l'Italie ne sont pas les mêmes que nous parce que chez eux, tout ou presque est numérisé. Donc, le niveau de vie est très supérieur au nôtre ici, c'est-à-dire que les gens ont des laptops chez eux, des tablettes, Internet. Internet, la plupart des ménages ont
un poste téléviseur. Et donc, nous sommes face à un défi incroyable qui demande des réajustements, mais le pauvre ministère de l'Éducation de base, qui a bien pensé prendre cette mesure, ne donnera pas l'électricité du jour au lendemain aux ménages qui sont à Yokadouma, ne fournira pas un poste téléviseur à Maman Charlotte qui est à Ngelemunduka, qui nous regarde et qui verra peut-être d'ici 1 heure de temps l'électricité partie. Donc, ce sont des questions qui sont structurelles, les questions de niveau de développement, desquelles dépend également le niveau d'éducation. Alors, difficile justement de savoir quelle opération va permettre à tout le monde de pouvoir puiser à bonne source et également que ça va satisfaire tout le monde également. Donc, on peut le lire dans le journal Le Messager de ce matin qui parle des misères du téléenseignement en page 6 du quotidien disponible en kiosque. Il y a aussi dans le quotidien Le Jour, il y a la localité d'Amchidé qui a également essuyé la défaite, parlant de 7 morts dans une attaque terroriste. Boko Haram a profité en tout cas du Covid pendant que les gens sont concentrés à chercher les moyens, comment barrer la route au virus. Cette annonce faite par Le Jour et par d'autres journaux, je pense que c'est l'Œil du Sahel, démontre que cette diabolique nébuleuse ne dort pas. Vous savez très bien qu'elle a fait parler d'elle il y a 2 semaines du côté du lac Tchad, où elle a attaqué tout un campement, tout un régiment tchadien en tuant 92 militaires tchadiens et en éclopant une vingtaine, une trentaine. Bon, on a vu la réaction du Tchad qui est descendu sur le terrain, qui a envoyé un commando qui a fait place nette du côté de ce côté du lac Tchad et qui continue à traquer les djihadistes. Bon, il fallait donc prévoir. Et moi, au moment où effectivement cette attaque a eu lieu, sur ce plateau, j'avais dit qu'il faudrait que des mesures beaucoup plus accentuées se mettent en branle sur le terrain, parce que voilà la réactivation de Boko Haram du côté du lac Tchad, donc du côté de l'extrême nord. Et cet extrême nord n'est pas très très loin de tout le reste. Et à Mchilé, vous le savez très bien, c'est du côté de Zigagé, où on est non seulement pratiquement à la frontière avec le Nigeria, mais on est toujours dans l'œil du cyclone. Et aujourd'hui, il est plus que temps pour le ministère de la Défense et pour les responsables des forces de sécurité de prendre des mesures. Il y a quelque temps, le colonel Bobo Ousmanou avait fait des suggestions très très pertinentes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord. Je ne sais pas s'il a été entendu, je ne sais pas si ces propositions ont été remisées dans un tiroir, mais je veux dire que pour cet officier supérieur de grand talent, de grande classe, qui a été un as de l'Antigone, un as des forces de sécurité, il eût été important, par exemple, qu'il soit écouté ou bien qu'il soit invité pour maintenant faire valoir ces propositions qui, ma foi, battent en brèche le système mis en place aujourd'hui. Alors, il y a eu des mouvements dans le secteur il n'y a pas longtemps quand même. Oui, mais il y a eu des mouvements. Il n'a pas bénéficié d'une solution dans ce sens. Trouver la solution. Non, le colonel Bobo est en retraite. C'est un colonel à la retraite. Mais moi, je dis que ce n'est pas possible. On rappelle généralement des telles puissances aussi. Comme cela a été fait à une certaine époque avec le colonel Pomme Guillaume, qui était à la retraite, mais qu'on avait ramené pour créer le BLI, pour lutter justement contre les coupeurs de route. Et les résultats ont été tout simplement spectaculaires. Donc aujourd'hui, avec cette résurgence de Boko Haram, maintenant, qui remet les explosifs et l'attaque des populations, je pense qu'il faut absolument que le Cameroun, comme l'a dit le messager, qui est au bord de l'étouffement, lui seul, le Cameroun, est face aux séparatistes, il est face au Covid, et maintenant, s'il faut recommencer maintenant à faire face aussi avec Boko Haram, alors le Cameroun va attraper tout simplement le tournis. Et justement, le sujet proposé par le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin, parlant de 7 morts dans une attaque terroriste à Mchidé, rejoint un peu le titre du quotidien Le Messager qui parle du Cameroun qui est au bord de l'étouffement. Oui, alors... Qui recense un peu tous ces foyers, toutes ces crises et autres qui secouent le Cameroun. Oui, nous sommes visiblement rattrapés par notre turpitude. Vous savez que la crise sanitaire que nous avons élue de beaucoup d'autres sujets qui sont des sujets prioritaires, le Covid-19, par exemple, est en avant, sous les feux des projecteurs, mais les gens souffrent toujours de choléra, de typhoïde, d'autres maladies, de rougeole, de paludisme qui tue, vous le savez, 4000 Camerounais chaque année. Et donc, ces problèmes que nous n'avons pas résolus avant que cette crise ne se vienne, ce sont des problèmes qui vont se complexifier davantage. La crise politique, elle continue.
notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La guerre contre Boko Haram, vous venez d'évoquer ces dizaines de morts. Le ministère de la Défense a mis à jour ces chiffres, parle de 10 morts dans l'attaque qui est survenue à Amchidé dans l'extrême nord. Vous avez les incursions des bandes armées de la RCA vers l'est du Cameroun qui ne sont pas complètement finies. Des crises comme celle-là qui s'amoncellent et qui s'ajoutent à la crise sanitaire que le Cameroun vit. Ce sera bien compliqué pour le pays. Voilà, ce sont des sujets que vous aurez à découvrir dans la presse ce matin et vous aurez également l'occasion de parcourir ces tabloïds aussi. Alors, Cameroun Tribune également est resté dans sa logique parlant des priorités dans la construction du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, le chef du gouvernement a nommé vendredi dernier un coordonnateur à la tête du programme de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Tasson, qui est une élite du Lébi Alem, Lébi Alem étant l'un des fiefs des séparatistes, mettez les guillemets. Son adjoint est également un autre ressortissant du Mbui, à Kumbo, je crois que c'est du nord-ouest. Il s'appelle Donatus Njong, quelque chose comme ça, qui est ancien maire SDF de Kumbo. Alors, évidemment qu'il faut reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest, mais maintenant la question c'est à quel moment? Est-ce que c'est en ce moment si, comme on présente la priorité ce matin, les écoles, les hôpitaux à reconstruire? Évidemment que même l'enfant du Kumboindé qui nous regarde nous demande si la guerre est finie. Voilà. Vous posez la question à... Non, je pose la question. Il pose la question à l'élève du Kumboindé. Moi, je pense que... Non, c'est l'élève du Kumboindé qui pose la question. Qui se pose la question. S'il apprend la télévision, on reconstruit le nord-ouest et le sud-ouest. La première question qui lui vient en tête... Est-ce que la guerre est finie? Non, la guerre n'est pas encore finie, bien évidemment. Est-ce qu'on peut reconstruire dans la guerre? On ne peut pas, parce qu'on peut reconstruire et le lendemain voir les choses démolies de nouveau. Mais il est vrai que le gouvernement est dans une logique d'optimisme. D'optimisme en se disant que bon, on peut déjà commencer à reconstruire et on verra bien ce que ça va donner. Mais normalement, on ne reconstruit que quand la guerre est finie. Et reconstruire maintenant avec le coronavirus, avec Boko Haram, avec les Centrafricains, avec les problèmes même existentiels, les problèmes économiques et financiers. Moi, je pense que la reconstruction du Nord-Ouest, même si elle va dans le sens des fameuses résolutions qui ont été prises au cours du grand dialogue, ce n'est pas une priorité absolue en ce moment. Ça peut attendre encore quelques mois, ça peut attendre que la situation se tasse davantage, mais il y a des priorités beaucoup plus brûlantes que celle-là. Très bien. Alors, l'urgence de protéger chez le personnel hospitalier s'impose, c'est Forum Libre qui nous le rappelle. Et voilà, vous aurez l'occasion de lire tout cela dans la presse, vous faites un tour en kiosque. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à vous. Vous également, Kaminele de l'Alpes Kamgara. Nos chers téléspectateurs aussi, la suite, vous le savez, c'est demain lorsqu'il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée, au revoir.